Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, en présence de mon père, contre toute attente. Et aujourd'hui va être une petite émission dédiée à vos questions, comme nous avons l'habitude d'en faire de façon récurrente. Alors, une des premières questions qui a été posée par Thibaut et que je vous soumets était donc de savoir ce qu'il en était de l'Université de l'Épargne, où nous en étions, comment ça allait se passer, et ainsi de suite. Donc, nous travaillons d'arrache-pied depuis au moins 6 semaines, 6 à 8. 6 semaines, 2 mois, oui. Oui. On a commencé à enregistrer il y a 3 semaines, à faire donc des petites émissions un peu courtes de 20 minutes qui, pour l'instant, partent de tout en bas parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'entre vous n'avaient pas certaines bases en économie. Et c'est pas de votre faute. Hein, et c'est absolument pas de votre faute. C'est l'enseignement français qui, une fois de plus, se caractérise par son incapacité totale. On a repris, encore une fois, sur les notions de monnaie que tu as repris. Sur certaines notions d'économie, cet après-midi, je vais faire l'offre et la demande. On va faire, progressivement. Parallèlement, ce qu'on voulait faire, c'était vous expliquer aussi comment physiquement tenir un portefeuille sur des plateformes en ligne. Alors au début, ce qu'on voulait faire, pour tout vous dire, c'était véritablement le faire avec vous. Et on s'est rendu compte avec nos avocats que on allait se prendre l'AMF. Donc la limite de l'exercice va être d'essayer de vous expliquer comment gérer un portefeuille sans vous donner des ordres directs, parce qu'on ne peut pas faire une épargne, on ne peut pas faire appel à l'épargne publique. Donc on ne peut pas vous donner directement un conseil, et on peut légalement. Vous donner des suggestions. On peut vous donner des suggestions appuyées, on peut vous donner des suggestions sur les valeurs. Après, si vous choisissez de les prendre, c'était des suggestions, hein, on les pose là, voilà. Mais à chaque fois, il faudra que vous sachiez, et on le répétera, que ceci n'est absolument pas une recommandation d'achat. C'est un exemple, une illustration. De la même façon, on va vous apprendre à utiliser les plateformes eToro et d'autres plateformes aussi, mais de façon totalement... D'ailleurs, on va en faire plusieurs des plateformes. On n'a pas de partenariat, on ne sera pas rémunéré. Donc ça va être fait de façon totalement... ça sera comme un tutoriel quand certaines expliquent comment mettre de la poudre ou du mascara. Et nous, on vous expliquera comment servir d'XTB. On vous dira juste que Lancôme est peut-être un peu mieux que, je ne sais pas, une autre marque moins bien. Si on trouve que XTB est bien, en attendant, on n'est pas rémunéré par eux, c'est pas un partenariat rémunéré. Donc si on vous explique que c'est une façon de ne pas avoir de frais de courtage, voilà. Donc, d'avoir tout ouvert, parce que parfois les banques, elles vont dire vous n'avez pas faire ça parce que vous n'êtes pas ce qu'ils appellent un investisseur averti. Moi, je raconte toujours l'histoire de Jean-Jacques Lahaut, qui est un ancien agent de change, donc je pense qu'il doit être un investisseur averti. Eh bien, sa banque lui refusait quasiment d'acheter de l'or, quoi. Oui, alors que par ailleurs, il en avait déjà dans son portefeuille. Oui, qu'il avait déjà eu une bagarre une première fois quand il avait acheté il y a 2-3 ans. Il en avait autant présent, c'est-à-dire il avait déjà de l'or dans son portefeuille. Il voulait accroître sa position. Il disait, non, c'est très risqué. Il dit, je sais que c'est risqué, j'en ai déjà. L'or en ce moment risqué... Et puis l'or, c'est quand même le truc qui garde sa valeur depuis à peu près 5000 ans, c'est peut-être moins risqué qu'une obligation de l'État français, quoi. Faut pas dire des bêtises, quoi. C'est puis après à tout hasard. Hein. Non, mais... Autre point de la rédaction, c'est peut-être son pognon, il en fait peut-être ce qu'il veut. Je mets ça là. Voilà, donc, le point de fait manuel est très important, c'est que quand vous allez dans une banque, ils se croient obligés de contrôler ce que vous faites. Quand vous allez sur une plateforme, c'est vous qui êtes en charge, vous faites ce que vous voulez dans la mesure des limites de la plateforme. Et si la plateforme a, un ETF qui vous permet d'acheter de l'or, vous l'achetez, ils disent rien, ils sont très contents. Hein. Donc voilà, on espère lancer dans 2 semaines. On continue là les émissions. Les 50 premiers auront droit à un cadeau qui sera une conférence à Paris avec toi. Tiens, je savais pas, mais et d'autres personnes, voilà. Et donc les 50 premiers normalement auront cet immense plaisir, probablement à la rentrée. Donc on va faire un petit lancement là au mois de mai et on fera ce qui nous permettra de corriger possiblement nos erreurs, aussi bien informatiques. On va en faire plein parce qu'on n'a jamais fait ça. Hein. Non, mais aussi bien informatique, voilà. Bien sûr, et donc à la rentrée, plâtres, hein. Voilà, et à la rentrée, parce qu'on va essayer d'intégrer aussi le site, tes articles et ainsi de suite. Et à la rentrée scolaire, on aura probablement, en ayant repris les petits bouts de ficelle qui auraient pu traîner, on fera un grand route. Voilà. On fera un grand route. Et l'idée, c'est d'en faire quelque chose qui aura
une existence pérenne, c'est-à-dire qu'il sera là pour le long terme. Parce qu'au début, on va vous apprendre, puis vous allez faire des progrès petit à petit, puis vous allez vous parler les uns aux autres, savoir comment améliorer, échanger des idées, et puis de temps en temps échanger des idées avec nous, et personne ne se sentira appauvri, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Parce que souvent, quand j'échange des idées avec certaines personnes sur les télévisions à côté, j'ai l'impression que je sors de l'émission un peu appauvri, quoi. Oui, c'est clair. Donc là, l'idée, c'est que tout le monde... Pourquoi ? Parce que, aussi curieux que ça paraisse, philosophiquement, la connaissance est la seule chose qu'on peut partager librement sans s'appauvrir. C'est une notion que je trouve absolument essentielle dans tous les efforts qu'on fait à l'Institut des Libertés. C'est que nous, on croit savoir des choses, on essaye de vous aider à les partager, et puis, une fois que je les ai partagées, je suis pas plus pauvre, je suis plutôt plus riche. C'est rigolo. Donc, c'est pas comme une part de camembert, quoi. Si je la bouffe, il n'y en a pas pour les autres. Là, si vous voulez, si on l'offre, la part de camembert, tout le monde devient plus riche. C'est rigolo. Partager la connaissance, ça permet de l'enrichissement généralisé. Alors, on a beaucoup de questions sur l'or, beaucoup de questions sur les actions. Éric Legault te demande, y a-t-il un moment sur les, disons, 150 dernières années où investir dans les actions européennes ou les indices aurait généré des pertes à un horizon de 30 ans ? 30 ans, écoutez, je cherche... Alors, répondons à cette question. Il y a des pays où les marchés des actions ont complètement disparu. Oui. Parce que vous avez eu le régime communiste qui a duré un peu plus de 30 ans. Donc, si on achetait, je sais pas, des actions sur la bourse polonaise en 1940, fallait attendre un petit moment. Hein. Donc... Si le régime reste politiquement un régime libéral avec des marchés financiers, etc., la réponse est non. La réponse est non. Mais il faut faire très attention quand même parce que la composition des indices peut changer beaucoup. C'est-à-dire que, j'imagine, si tu achetais des actions, je sais pas où, en France en 1936 ou 37, tu aurais eu des valeurs d'acierie, de ciment qui auraient été très bien, mais 50 ans après, c'était plus celle-là qui était très bien. Donc, il faut aussi comprendre que l'indice, c'est quelque chose qui bouge avec le temps. C'est pas la même affaire que tu achètes. C'est que tu as 10 valeurs dans l'indice, je sais pas, puis 30 ans après, t'en auras plus aucune des 10 qui sera là. Donc, l'indice, c'est quelque chose qui bouge avec le temps. Donc, la réponse, si vous achetez un indice qui est géré astucieusement, et c'est oui, ça ne s'est jamais produit. Mais si vous restez avec les mêmes 10 valeurs, la réponse, oui, il y a des tas de cas où vous avez tout perdu, quoi. Parce que les 10 valeurs ont été tuées par la création destructrice, quoi. D'accord. Considères-tu que les ETF Gold ou tout autre indice indexé sur l'or comme une alternative fiable à de l'or réel afin de s'exposer sans les contraintes d'en détenir physiquement ? Voilà, alors ça c'est une question extrêmement importante qu'on traitera dans l'Université de l'épargne. C'est que vous avez plusieurs formes de ce qu'on appelle l'or papier. Vous en avez qui sont faits un peu sur la confiance. On dit voilà, vous achetez puis on vous donne de l'or papier. Ça veut dire que si vous voulez, vous pouvez ressortir avec de l'or. Mais ces gens-là sont pas toujours très bien audités. C'est-à-dire que la tentation est grande pour eux de dire, dites les gars, bon, il y a à peu près que 10% des gars qui réclament leur or physique à la sortie, donc je vais en émettre 10 fois plus, quoi, tu vois, donc c'est une façon rapide de s'enrichir. Oui, donc tu as peur qu'il y ait une sorte de fausse monnaie. De fausse monnaie, oui. Qu'on crée de la fausse monnaie en disant une sorte de Ponzi aussi. Un Ponzi qui t'enfle très bien. Donc, on a déjà repéré un ou deux de ces ETF, je crois qu'il y en a à la bourse de Francfort d'ailleurs. Mais tout ça, on fera une étude pour vous dire celui-là il est bon, qui semble être audité tous les jours. Enfin, on donnera des pistes. On donnera des pistes, mais on dira celui-là il est audité tous les jours par des gens qui disent oui. Par des Allemands. Par des Allemands. Oui, oui, mais bon, quand même un petit peu. C'est pas un petit peu. Un peu plus que les Grecs, quand même. Un peu plus que les Grecs, voilà, un peu plus que les Grecs. Enfin, on n'a rien contre les Grecs non plus. Non, voilà. Un peu plus, qui on pourrait dire du mal sans qu'ils nous fassent tu sais, c'est de la vieille blague d'Astérix. Il dit, quand ils avaient écrit Astérix chez les Corses, il dirait, ce qu'il y a d'admirable chez les Corses, c'est leur sens de l'humour. Donc, ils vont sûrement pas nous en vouloir, parce qu'Astérix, il dit des tas de bêtises sur les Corses. Donc, il faut faire très attention aux gens dont tu dis du mal. Donc, si je vois personne à qui j'ai envie de dire du mal aujourd'hui, donc on va pas le dire. Mais je crois que vous en avez à Londres, vous en avez qui sont audités
tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, il y a un type qui va et qui compte est-ce que vraiment l'or vendu est égal à l'or qu'il y a dans les caves, quoi. Voilà. Donc, l'un des boulots, ce sera justement de vous indiquer, ceux-là, il n'y a pas de problème, ceux-là, il y a peut-être un petit problème, quoi. D'accord. Je sais qu'il y a aussi un truc qui s'appelle Gold Money, qui existe, et qui est audité aussi comme ça, et vous donne une carte de crédit sur votre or. Ah. Donc à ce moment-là, tu peux avoir ton truc de gold money, et puis si tu as envie de dépenser de l'argent dessus, pouf, tu mets, et puis c'est converti dans la monnaie où tu es, dans le pays et gold. Donc ça te liquéfie ton or. Et est-ce que tu penses que c'est une façon du coup, de ce qui rejoint une des questions, de vendre ton or sans payer les 12% de taxes volées ? Ah oui, tout à fait, j'imagine que si tu es sur... Parce que le problème, c'est que quand tu revends ton or en France, tu as 12% de taxes étatiques. Tu peux prendre ta voiture et aller le vendre en Belgique, mais... Alors, c'était l'autre question. Tu peux prendre ta voiture et... Mais là, il faut poser des questions à des spécialistes fiscaux, oui, voilà. Parce que je suis pas du tout cohérent là-dedans. Parce que, imagine que tu l'as acheté en France, que tu remarques... Ils te demandent où est votre or. Tu dis je l'ai plus. Et pourquoi vous l'avez plus? Oui, c'est ça. Et si tu l'as vendu en Belgique, t'es obligé et que tu le re-rentres dans tes bénéfices. Mais si tu vas l'acheter en Belgique et tu le rentres en France, à mon avis, si tu te fais choper, c'est considéré comme une fuite. Parce que je crois qu'il y a une taxe de 12% sur l'or. Oui, c'est ça. Ouais. Donc il faut faire très attention, mais à mon avis ça doit pas être ça doit être l'objet, c'est une transaction dans les marchés financiers, donc c'est pas de l'or physique. Oui. Enfin c'est des choses qu'il va falloir explorer, ça. Hein. Oui. Justement parce que. Alors, que devons-nous faire, demande Gérald, de nos actions CAC 40, celles que vous nous avez conseillées à raison, soit Total, Air Liquide, Sodexo, etc. Pensez-vous qu'elles s'effondreront prochainement, notamment avec la montée de l'or, et acheter de l'or, est-ce aujourd'hui toujours rentable ? Alors, je reviens à la notion essentielle que j'ai développée à plusieurs reprises, qui me semble très très importante. C'est que ce que j'essaye de bâtir avec vous, c'est un portefeuille. C'est-à-dire que... Un écosystème. Un écosystème. Vous avez des actions d'un côté qui, en effet, peuvent s'effondrer, mais on peut penser que si elles s'effondrent, l'or montera beaucoup. Voilà. Donc, c'est un peu une position, et puis que si vous avez des obligations ou du cash en yens, ben ça s'effondrera pas parce que la barre c'est loin, et puis ça régira à d'autres choses. Puis le cash, ça s'effondre pas. Donc, il faut bien comprendre que vous raisonnez non pas sur chacune partie individuelle, mais comment vous avez un orchestre, en quelque sorte. Mm-hmm. Vous êtes un orchestre, vous êtes le chef d'orchestre, et puis quand vous dites au type de taper sur ses cymbales, là-bas, vous voyez... celui qui joue, ça fait toujours rire quand je joue au philharmonique, comme ça, il y en a qui ont des trucs incroyables, et il joue 5 fois, tu vois. 5 fois, ou alors il fait plus de fois, pareil. Enfin, en général, il a 3 instruments très bizarres, et ils sont dans le fond, donc vous devez comprendre que chaque instrument est là pour quelque chose. Dans le portefeuille, on va essayer de bâtir, chaque instrument sera quelque chose, donc... Il n'est pas là tout seul parce qu'on l'aime. Il est là parce qu'il est... Oui. C'est comme dans une équipe de rugby, il faut des gros, il faut des grands, il faut des maigres, il faut des... Avec ça, on fait une bonne équipe. Mais si tous les types sont des types d'1m85 qui courent très vite, ils se font battre. Alors... Le point crypto te demande « Bonjour, quels sont les leviers qu'a un État à sa disposition pour dévaluer sa monnaie ?» Il en fait trop. Le levier le plus simple, il fait marcher la planche à billets. Si vous faites marcher la planche à billets, vous avez par exemple en Europe la quantité de monnaie, je crois depuis 2012, la crise européenne a été multipliée par 5 pendant que le PIB est monté de 20%, c'est-à-dire que si tu comptes le nombre de billets par rapport au nombre de tasses, le nombre de billets a été multiplié par 5, donc je pense que le prix de la tasse va monter par un nombre de billets. Ce que les gens comprennent pas, c'est que l'inflation, ça n'est pas une hausse du prix de la tasse, c'est une baisse de la valeur de la monnaie. Donc, pour faire baisser la valeur d'un truc, le plus simple, c'est d'en imprimer plein, quoi. C'est vieux comme les rues, hein. Est-ce que tu penses, te demande Houdini, qu'il va y avoir une chute des monnaies fiat? Tu vas réexpliquer aux gens ce qu'est une monnaie fiat. Et est-ce que tu penses qu'on pourrait de là repartir sur des bonnes bases? Oula. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une monnaie fiat? C'est une monnaie qui n'a pas de valeur intrinsèque. Elle est juste. Parce que y a l'État français qui vous dit si vous n'utilisez pas monnaie, vous allez en prison et puis je vous coupe la tête, quoi. Ça, c'est autrefois. C'est surtout qu'on n'a
pas trop le choix. On n'a pas le choix, donc voilà. Donc c'est une monnaie qui est à cours forcé, on appelle. Tiens, il y a l'autre qui ronfle. Dans le doute. Chaque fois que je parle de monnaie, il se me ronfle. Ouais. C'est pas un élève attentif. Hein. Bon, et donc, les monnaies fiat. Alors, dans l'histoire, je crois que les premiers qui ont vraiment essayé les monnaies fiat, c'était des Chinois. Je vous dis ça de mémoire, ça devait être vers 700 800 après Jésus-Christ. Ils ont trouvé ça très très bien. Puis au début, ça marchait parce que le monde était content, c'était pratique, c'était mieux que les pièces, il n'y avait pas besoin de se balader. Puis au bout d'un certain temps, ils se sont dit, mais dans le fond, c'est encore mieux que ce que je pensais parce que j'ai plus besoin d'augmenter les impôts, chacun a imprimé du... Et c'est là... Et c'est là que les ennuis commencent. Ouais, bah oui. C'est là où les ennuis commencent parce que les gens se disent, et c'est la même chose qu'ont découvert la République française quand elle a nationalisé les biens de l'Église. Et elle s'est retrouvée avec des tas de terres et elle a gagé cette monnaie sur les terres qu'elle avait piquées à l'Église. Et en effet, puis ils se sont rendus compte que les gens aimaient bien ça. Ils se sont mis à dire, tiens, mais dans le fond, on a sous-estimé la valeur des terres. Ouais. On va émettre 2 fois plus de monnaie, puis 3 fois plus de monnaie, puis 4 fois plus de monnaie. Et alors c'est là où on voit le capitalisme de connivence à son meilleur. Les gens ne savent pas cette histoire, ou peu le savent, c'est que ça avait un cours, ces assignats, un cours officiel. Bien sûr. Et donc, quand tu vendais une terre, je sais pas, 1 million d'écus ou j'en sais rien, un truc qui avait de la valeur, tu pouvais le payer avec 1 million d'écus avec tes brouettes, ou tu pouvais 1 million d'écus valeur faciale de l'assignat, qui valait plus que 0,1%. Et donc, il y a des gens qui avaient accès à l'impression d'assignat, à qui on les filait et qui allaient acheter des terres. Ah oui, au moins c'était tangible. Et mais d'abord c'était ça, mais surtout, eux, ils payaient 1% de la valeur de celui qui arrivait avec ses écus. Donc si tu es près de celui qui a primé, tu gagnais plein de pognon, mais le paysan de la Creuse, lui, il devait d'abord chercher ses pièces et... c'est dégueulasse. Mais c'est exactement ce que font les grandes banques d'affaires aujourd'hui. Elles vont chercher de l'argent à la banque centrale qu'elles empruntent et ensuite elles vont acheter une PME à côté en filant de la monnaie qui vaut rien, quoi. Enfin, qui vaudra rien. C'est ce que j'appelle le capitalisme de connivence. C'est du vol à la tire. Alors, on te demande... beaucoup de jeunes investissent quasi exclusivement en crypto. En quelques années, ils auront à gérer plusieurs bear markets et autres Ursus Magnus. Le bear market, il y en a déjà eu 2 ou 3 solides sur le crypto. Il a déjà dévalué, oui, il a déjà baissé de 50%. C'est ce qu'il dit. Et du coup, il dit, mais en définitive, est-ce que se placer sur une crypto, ça te donne pas plus d'expérience en 5 ans qu'en 50 ans dans la finance ? Non, mais tout à fait. On a calculé ça d'ailleurs avec Didier. En fait, c'est tellement violent le crypto que vous avez, du point de vue qu'on appelle behavioral, c'est-à-dire des comportements. Oui. De ce que tu apprends. Les marchés sont tellement volatiles et tellement agités que en effet, tu as l'équivalent d'un cycle sur 5 ans qui se passe en 6 mois, quoi. Donc, s'ils veulent apprendre comment ne pas dormir la nuit, comment se faire des crises d'angoisse, comment avoir un cortisol élevé, c'est là. Comment tu pars en vacances et puis tu te rends compte à l'arrivée que tu peux pas payer l'hôtel, tu vois, c'est ce genre de choses marrantes. Ce genre de choses qui ont fait mon quotidien pendant des années, oui, c'est très très bien, ça apprend très très vite. Je me souviens de vacances en Égypte, ça devait être 90 peut-être, 89, 90. Et je crois qu'on était resté 3 jours sans avoir le journal. Tu es arrivé à quai, tu étais dans un état de nerfs, tu t'es précipité pour... Vous rigolez, à l'époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait que dalle. Donc moi, j'étais là, je gérais beaucoup d'argent à l'époque, 10 milliards de dollars et tout, et personne ne me disait ce qui s'était passé, donc je me suis précipité. Et c'était un moment où justement il y avait eu... plein de trucs. Voilà, c'était au moment de Noël où il y avait... il y a un truc, il y a 3 choses dont je suis certaine, c'est qu'à Noël, ça va être pourri. Ouais. Toujours, parce que voilà. La rentrée de septembre, au moment de ton anniversaire. Le 14 septembre, c'est toujours pourri, et quand tout le monde est en vacances. Oui, fin août. Fin août, le mois d'août, c'est toujours un machin où... Oui, parce qu'on laisse le stagiaire de BFM faire les cotations, et il a mal mis un 0, il en a mis 2 de trop, il a appuyé sur trop de boutons. Surtout, c'est comment ça s'écroulait, lui, il n'a pas les pouvoirs. Il n'a aucune idée. Il n'a aucune idée. Donc...
Donc, il faut que vous compreniez que les marchés financiers, quand même, c'est un truc très important que je vais vous dire là, hein, c'est pas des blagues. Hein. Ça a été inventé pour que le maximum de gens aient l'air idiots le plus longtemps possible. Donc, c'est pour ça qu'il faut les aborder. Il y a la politique aussi. Mais... La politique, oui, mais la politique, il y a des crétins là. Parce que dans les marchés financiers, il y a parfois des gens intelligents. Et donc, il faut que vous compreniez que il faut aborder ça avec un grand calme et surtout. Ne jamais prendre de levier. C'est-à-dire, vous vous endettez pas pour acheter quelque chose qui bouge tout le temps. Vous vous endettez pour acheter quelque chose dans lequel vous vivrez, comme une maison ou des choses comme ça. Mais si un truc monte de 50... Donc, dans le crypto, vous pouvez rigoler tout ce que vous voulez, vous apprendrez plein de trucs, mais ne vous endettez pas pour en acheter. Alors, on continue. Est-ce que tu peux expliquer à Dissoy quel est ton avis sur la Land Value Tax qui est en vigueur à Hong Kong, à Singapour, à Taïwan? La terre est une ressource naturelle limitée. Sa valeur est créée par la communauté à travers des infras et des collectifs. La rente éco-générée par la taxe devrait revenir à la communauté sous forme par la T devrait revenir à la communauté sous forme de taxe. Alors, c'est une idée qui est très intéressante et que les Anglais ont mis en place à Hong Kong, en effet, et à d'autres endroits, et à Singapour. Bon, vous avez un stock de terre qui est là, enfin, qu'on peut bâtir, hein, allez, de la terre bâtissable. Et en effet, comme le disait Mark Twain, il faut acheter de la terre parce qu'il y a longtemps qu'on a cessé d'en faire, quoi. Tu vois, c'était une idée qui n'était pas bête. Ça marche pas toujours, mais donc ce qu'ont fait les Anglais, ils ont dit vous achetez l'utilisation de la terre pendant 100 ans. Oui, donc c'est une hypothèque. Vous avez une espèce d'hypothèque à 100 ans, ce qui s'appelle un lease. Et dans 100 ans, ça revient dans le domaine public. Bon, donc c'est la première des choses. Donc une partie importante des dépenses de l'État est couverte par cette espèce de terre bien commun qui revient à l'État une fois tous les 100 ans. Donc, mettons, il y a 1/100 des terres qui reviennent chaque année à Hong Kong, ce qui leur permet de les revendre. Et comme ça permet d'avoir des impôts qui sont plus bas qu'autrement. Et si tu fais rien avec ta terre, en te disant, bon, non, je fais rien, puis c'est tout, c'est à moi, elle appartient toujours à l'autre ou à l'État, mais en attendant, tu achètes de la terre, puis tu fais rien parce que tu n'as plus de sous pour bâtir dessus, par exemple, bah, tu payes un impôt de 2,5% sur la valeur de la terre telle qu'elle a été estimée par le gouvernement. Donc, entre ces deux trucs, la taxe de 2,5%, je me souviens à Hong Kong, je ne suis pas sûr, mais ça doit être à peu près ça, plus là, le 100e qui revient, bah, Hong Kong a une espèce de source de revenus qui sont complètement indépendants des revenus du pays, ce qui leur permet de faire des investissements d'infrastructures gigantesques comme le nouvel aéroport, etc., et qui donnent de la valeur aux autres terres, et ainsi de suite, tu vois. Donc, c'est une façon astucieuse de traiter un problème qui m'a toujours tracassé en tant qu'économiste. C'est vous avez des gens qui gagnent de l'argent en prenant des risques, et des gens qui prennent de l'argent sans prendre de risques. Par exemple, la hausse de l'immobilier, allez. Récente en France. En France, en tout cas dans les grandes villes. Si il est plus sûr de ne pas prendre de risques et que tu gagnes plus d'argent qu'en prenant des risques, c'est embêtant. C'est ce qui amène à une mauvaise allocation du capital dont on a parlé ici souvent et qu'il faut voir a été rendu possible aussi par les taux zéro, c'est-à-dire que les gens comme Bernard Arnault, Pinault et ainsi de suite, qui avaient beaucoup de capital, ont pu le mettre à profit dans des entreprises bancaires pour acheter d'autres biens immobiliers qu'ils pouvaient ensuite mettre en hypothèque pour encore en acheter, et ainsi de suite. Donc voilà. Mais tu donnes l'exemple de Bernard Arnault, mais moi, on a acheté ce bureau dans lequel on est présent aujourd'hui, parce qu'un jour, j'étais dans l'ancien bureau là qu'on louait, fort cher d'ailleurs, et je faisais des calculs d'intérêt, savants d'intérêt, puis je me suis rendu compte que, compte tenu des taux d'intérêt qui étaient à zéro à l'époque, c'était moins cher d'acheter un bien immobilier que de le louer. Je me suis dit, mais Charles, t'es complètement idiot, puisque tu as une capacité d'emprunt qui est inemployée. Et donc, on a maintenant un très joli bureau sur 3 étages dans un petit jardin, là où avant, on était en rez-de-chaussée humide. Exactement. Et donc, moi, j'étais très content, mais c'était pas la peine de subventionner un gars comme moi pour acheter un bureau. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le gouvernement
m'a filé une subvention, alors que j'ai besoin de subvention comme d'un trou dans la tête. Mais il y a des moments où il faut dire, bon, écoutez, vous êtes gentil, mais... Tu l'as pas demandé, mais en même temps, si on te l'offre... Si on me l'offre, je dis merci beaucoup, monsieur, mais voilà, c'est tout, quoi. Donc, c'est une façon... Le problème, évidemment, c'est que Hong Kong, ça a été bâti à partir de rien. C'était un petit port de rien du tout quand les Anglais l'ont pris, là. Et donc, ils ont pu monter un système fiscal à partir de zéro. La réalité, c'est que maintenant, tu vas dire aux propriétaires français, etc., que leur appartement qu'ils ont dans le 16e, le sol qui est en dessous et pas à eux, ça appartient à l'État, ils vont pousser des cris. Oui. Parce que ça veut dire que dans 50 ans ou 100 ans, je sais pas quoi, il va falloir qu'ils le rachètent. Alors il y a ça, et il y a une autre chose assez intéressante qu'ils ont dans certains États aux États-Unis, qui est aussi de délimiter que tu achètes la vue. Oui. Et ça, c'est très important parce qu'on l'a vu. On peut pas te mettre quelqu'un devant. On peut pas te mettre quelqu'un devant. Et il y a des procès en France très souvent. Par des... Mais en Chine aussi. Voilà, qui te mettent un building juste devant, qui entache complètement ta vue. Moi, j'avais des copains à Hong Kong qui avaient un très bel appartement. Vous savez, Hong Kong, c'est bâti sur la montagne, comme ça grimpe. C'est une falaise. C'est une falaise. Donc, ils mettent des maisons comme ça en descendant. Donc, il avait une vue superbe sur le port, sur la mer et tout. Puis, pouf, ils ont mis un grand immeuble devant lui. Il s'est retrouvé, lui, avec un grand immeuble devant lui. Oui, c'est pas du tout la même limonade. C'est pas du tout la même limonade. C'est donc, bien il y avait évident. ça. Mais aux États-Unis, il faut aussi quelque chose de rigolo. C'est que tu achètes un immeuble. Et ce qu'il y a au-dessus de ton immeuble, où il n'y a rien, c'est c'est à toi. Oui, c'est ça. Donc tu peux vendre la possibilité de construire 5 étages de plus à l'immeuble d'à côté. Oui. Donc la notion de propriété est très diffuse, là. Et est-ce que si tu trouves un gisement de pétrole dans ta cave, c'est à toi aussi. Mais je trouve qu'il y a une certaine logique à dire que tu as un droit de jouissance à cette vue quand tu achètes. Ou à ce que tu as au-dessus. Ou ce que tu as au-dessus, ou ce que tu as en dessous. Donc, l'embêtant, c'est qu'on ne sait pas où ça s'arrête. Est-ce que ça va jusqu'à la Lune ou est-ce que... je veux dire, j'imagine, quand tu contractualises, tu dis l'appréhension de l'homme. Donc, si tu as un building d'un tel étage par rapport à des fondations, j'imagine qu'un architecte peut dire on ne peut pas construire plus haut que... si ton building fait 10, tu ne peux pas construire 25. Aux États-Unis, au Texas, tout est possible. Mais donc, cette notion, on revient à une notion essentielle, c'est celle de la propriété. Vous êtes un paysan en France, vous avez vous êtes un bon paysan, vous avez quelques centaines d'hectares. Aux États-Unis, au Texas, s'il trouve un gisement de je sais pas quoi dans votre sol, il est à vous. Ouais. En France, il est à l'État. Ah oui, oui. Ah oui. Donc, c'est-à-dire, et puis en plus, maintenant avec la SAFER, les 400, ils sont pas à vous, les 400 hectares. Donc, les pays les plus créatifs dans le domaine fiscal de la propriété et fiscale, c'est-à-dire Singapour et Hong Kong, qui ont été créés à partir de rien, sont dans toutes les listes des pays les plus libres du monde, le numéro 1 et le numéro 2. C'est-à-dire, on voit bien que dans le fond, le respect insensé du droit de propriété, tel qu'il est défini par la loi, c'est-à-dire vous en avez pour 100 ans, c'est à vous, puis après c'est plus à vous, ça marche très bien. Alors, Thibaut te demande, revenant récemment du Japon, je suis surpris par le nombre de chantiers, habitations ou infrastructures. Comment l'expliquer dans un pays en déclin démographique ? D'abord, ils n'en avaient pas toujours des masses aussi curieuses que ça paraisse. Quand vous alliez à Tokyo, vous vous rendez compte que il y avait... les maisons, c'était souvent des trucs en papier-carton, quoi. C'était après, il y avait des risques sismiques aussi. Il y avait des risques sismiques. C'est pour ça que c'était très léger, parce que si vous aviez... Si tu te le prends sur le coin de la bobine, il vaut mieux que ça soit du papier. Parce que maintenant, ils s'en font peut-être des immeubles un peu plus grands, mais qui résistent aux trucs sismiques. Ça existe, hein. Il y a des consorts... Il est certain que, par exemple, si un jour, comme on l'a vu récemment, il y a des graves tremblements de terre dans la région d'Istanbul... je suis pas certain que toutes les constructions sont sismiquement correctes, quoi. Donc là, il y aura beaucoup de victimes. Enfin, il y a des pays qui respectent ça mieux que d'autres. Donc il y a ça. Et puis, avec le vieillissement de la population, vient souvent des besoins d'infrastructures. Il faut plus d'hôpitaux, il faut pouvoir transporter les gens rapidement. Puis les gens ont peut-être aussi
des notions de confort qui montent avec le train de vie. C'est-à-dire que c'est drôle quand tu regardes des émissions de l'INA, des vieilles émissions. On demande aux gens combien de fois vous prenez de douches par semaine. Je te parle dans les années 55, 56, 60. Les gens disent, je prends une douche une fois par semaine, je vais au bain-douche, sinon j'ai un gant de toilette et un point d'eau. Et tu te rends compte qu'effectivement, dans les habitations françaises, dans les appartements, les gens prenaient une douche une fois par semaine ou voilà, et sinon se débarbouillaient avec des gants de toilette, ce qui n'était pas moins hygiénique, parce que quelquefois il vaut mieux un bon gant de toilette bien essoré, mais voilà, le rapport aux salles de bain était différent. Le rapport aux salles de bain était très différent. Les Japonais ont toujours été extraordinairement propres. Alors là, ils avaient toujours des machins, des bastus, enfin des espèces de baignoires dans lesquelles ils se mettaient à 4 ou 5. Ce qu'il y a de drôle au Japon, c'est que tu n'as pas les salles de bain comme nous avec des points d'eau, c'est vraiment des unités centrales qui sont comme des coques, qui sont livrées dans les appartements. Donc tu as 3 tailles et c'est le truc qu'on porte la douche, voilà, et c'est des encastrés dans l'appartement. Voilà, tout à fait. Et donc c'est un pays extraordinairement propre, et si vous vous baladez en fumant un cigare, ce qui m'arrive parfois, et si je fais tomber mon cigare par terre par hasard parce que je voudrais m'en débarrasser subrepticement, comme tu fais toujours. Vous voyez des Japonais qui sortent de tous les magasins qui sont d'à côté, qui viennent le ramasser pour le jeter, quoi, parce que à un endroit où c'est permis. Mais ils me disent rien, hein, mais encore un salopard qui salit tout. Donc c'est vrai, le Japon. Encore une fois, le Japon, c'est pas noté pareil. Hein. J'ai ma cousine Sophie qui a épousé un Japonais, qui vit au Japon. Et alors pour elle, le truc le pire, parce que maintenant elle est devenue pire qu'une Japonaise, c'est si tu te mouches à côté d'elle. Je trouve ça vraiment dégoûtant. Oui, parce que se moucher, c'est vraiment dégoûtant pour eux. C'est vraiment, tu pourrais faire tes besoins au public, ils seraient pas plus choqués. C'est vraiment immonde. Le truc dégoûtant. Alors, attends. Bitcoin My Safe World te demande qu'est-ce que Charles aimerait léguer à la France en dehors du matériel, bien entendu. Moi d'abord, le matériel m'a jamais tellement intéressé. J'ai beaucoup travaillé pour avoir ce que les Américains appellent le fuck you money. Non, ils disent qu'est-ce que tu aimerais léguer ? Léguer ? C'est ça sa question. J'aimerais léguer une phrase comme celle de Pompidou, mais cessez d'emmerder les Français. Ouais. Tu vois, c'est simplement pour moi. Si je pouvais apprendre à une minorité de Français, puis qu'il y aurait ensuite une majorité, que la solution n'est pas dans l'État. C'est-à-dire que ce que je leur dis toujours, c'est écoutez, chaque fois qu'il y a un problème, vous dites il faut que l'État s'en occupe, et dès qu'il s'occupe de ça, ça marche plus. C'est-à-dire l'État s'est occupé de l'éducation, l'État s'est occupé de la police, l'État s'est occupé de tout, et ça marche nulle part. Et la meilleure histoire que j'ai connue, qu'elle m'a racontée, je sais pas si elle est vraie, mais je la trouve tellement belle que je vais la raconter parce qu'elle me plaît. C'est qu'aujourd'hui, dans les promotions de Polytechnique, apparemment, il y a un grand nombre de Marocains. Et alors on leur a demandé, mais dites-moi, c'est bien Polytechnique, pourquoi ? Et les professeurs au Maroc ont répondu, écoutez, vous nous avez légué l'école de Jules Ferry, on n'y a jamais touché. On n'y a jamais touché, c'est-à-dire que celui qui travaille pas, il ramasse des grands coups de règle, ceux qui bossent, ils montent. Donc, ça fait 40 ou 50 ans que depuis Langevin Vallon en 45, les politiques s'occupent de l'école, et puis vous avez dans l'autre pays celui on l'a laissé, et maintenant, vous avez, je crois, près de 10% des promotions de Polytechnique qui viennent non, mais il est certain c'est rigolo. Si tu regardes les anciens programmes, ne serait-ce que les Lagarde et Michard qu'on a tous chez nous parce qu'ils sont prodigieux, c'est vachement bien, tu as tout dedans. Et les programmes de géographie, moi je me souviens en 7e, on nous faisait dessiner la France, on nous faisait mettre tous les chefs-lieux, ainsi de suite. Toutes les grandes villes, tu sais, tu les faisais comme ça. Bon. Et puis tu faisais la mer en bleu avec des petits trucs. Oui, et en attendant, je m'en souviens encore et c'est comme ça que j'ai appris. Sans critiquer mes enfants, mais je demande à mes filles de me situer Clermont-Ferrand, j'ai 2 regards vides et je suis pas sûre qu'elles me le mettent pas en Alsace. Oui. Mais c'est pas en Alsace? Non, mais c'est au milieu là-bas. C'est affolant parce que on y est allé pour aller voir nos amis paysans là. Oui, on est passé Clermont-Ferrand, puis on est allé voir du côté du Puy. Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, c'était voilà. J'ai pris 2 points en moins. On peut faire
Donc, si vous voulez, la réponse est ce pays a été capturé par une espèce de classe dirigeante qui essaye de faire croire aux gens, à la population, qu'ils ont la solution à tous les problèmes. Et Choumettier a dit aux gens, c'est la solution à tous les problèmes, vous la trouvez en vous, pas chez Sécorgno. Alors, bonjour Monsieur Gav, j'avais 2 questions. Pensez-vous que le protectionnisme soit compatible avec le libéralisme économique ? Et pensez-vous qu'en levant les banques centrales, en les enlevant et en passant à des crypto-monnaies d'État, on puisse contourner les problèmes actuels ? Alors la deuxième question, c'est surtout pas. Les crypto-monnaies d'État, c'est une façon, comme j'ai écrit dans un de mes papiers que j'ai publié récemment, c'est-à-dire que vous aurez votre compte en banque à la Banque centrale et que si vous achetez 2 fois dans le mois une côte de bœuf, ils vont vous dire, dites donc, les vaches, ça pète, ça fait du CO2, etc. Donc, il faut retourner au cash, interdire à la Banque centrale d'imprimer de l'argent et surtout, ne pas... La monnaie est une chose trop sérieuse pour être laissée aux hommes politiques, quoi. C'est un peu comme la Clémenceau. guerre. Clémenceau, la guerre est une chose trop sérieuse pour être laissée aux généraux. Donc, si vous voulez, surtout, vous donnez pas de pouvoir monétaire à l'État, parce qu'il va vous voler comme au coin du bois. Bon, ça, c'est ce qu'il est en train de faire. Alors, la première partie de la question, tu me la répètes déjà, parce que c'était la deuxième. Est-ce que le libéralisme peut, avec le protectionnisme, peut jouer avec le protectionnisme ? En principe, non. Tout à fait. Le libéralisme, c'est très bien. Mais là, je voudrais faire une distinction essentielle qui est celle de fragilité et antifragilité. Mettons qu'un pays décide qu'il n'est pas équipé dans le domaine agricole, qu'il n'est pas compétent, enfin sa terre n'est pas bonne, j'en sais rien, et donc il va faire venir toute sa bouffe d'ailleurs. Mmh. En termes libéraux, c'est parfaitement logique, parfaitement. Mais ça rend ce pays extraordinairement vulnérable au chantage de celui qui lui fournit la bouffe. Ben oui. Et très vite. D'ailleurs, je cesse de vous... Ou de l'énergie. On a vu ça à plusieurs reprises. L'énergie, c'est pareil. Donc, le rôle d'un homme politique, d'un homme d'État, c'est quelque chose qui existait il y a longtemps, tu sais, mais il n'y en a plus tellement. Hein. Non, c'est d'avoir une vision. C'est d'avoir une vision qui permet au pays de limiter sa fragilité. Par exemple, tu maintiens une agriculture, bien que tu puisses l'acheter beaucoup moins cher à l'extérieur, parce que comme ça, tu rends ton pays moins fragile. Et ou bien, tu fais des centrales nucléaires, bien que le prix du pétrole soit pas cher en ce moment. Tu vois, Donc, c'est justement là la différence entre un homme d'État et un homme politique ou un politicien, c'est que lui, il réfléchit sur les problèmes à long terme, de 20, 25, 30 ans, et il essaye d'expliquer à la population ce qu'il faut faire. C'est ce que De Gaulle et Pompidou avaient fait avec le système énergétique français. Et quand je vois la Suisse, je me suis rendu compte que la Suisse, ils ont bâti, donc dans tous les systèmes ouverts, par exemple dans l'industrie, si tu vends des boulons ou des machines-outils, il y en a d'autres qui le font. Et là, la concurrence, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais pour ce qui est des salades et des haricots, les Suisses pensent qu'il faut que ce soit eux qui le fassent. Donc tu vois, c'est presque l'objet, ça pourrait être l'objet d'une discussion nationale en disant, dites les gars, il y a des trucs... Et les paysans suisses sont tout à fait remarquables. Parce que oui, mais c'est ça, on en parlait, et puis j'ai vécu en Suisse aussi, donc il est certain qu'après, les Suisses jouent le jeu en interne, ils ne vont pas de l'autre côté de la frontière chez Leclerc, ils vont à la Migros. Voilà, alors qu'ils paieront 2 fois plus cher. Alors que tu sais parce qu'ils savent que c'est une façon d'aider leurs cousins à la campagne. Voilà. Donc, et après, il faut pouvoir. Il faut pouvoir, oui. Parce qu'aujourd'hui, tu dis aux Français... il faut que vous alliez acheter dans des coopératives locales et que vous alliez pas chez comment ça s'appelle, Lidl ou les trucs. Et quelquefois les gens vont dire bah oui, ou mais chez Aldi, c'est beaucoup moins cher. C'est comme les poulets que vous achetez aujourd'hui, ils viennent tous d'une énorme fabrique d'Ukraine, une énorme fabrique en Ukraine. Ils sont pas bons, mais en même temps ils sont à 50 centimes le pilon. Donc vous dites je vais acheter cette saloperie. Mais donc c'est vraiment une question qui touche éminemment à la souveraineté. Oui. C'est-à-dire que tu peux conceptuellement accepter d'être protectionniste pour une chose aussi importante que l'énergie. En disant l'énergie c'est l'économie.
Et je peux pas me permettre d'avoir toute mon énergie qui vient de l'extérieur, parce qu'à ce moment-là, si elle arrive plus, je suis mort. Donc, dans une certaine mesure, tu peux réfléchir en souveraineté tout ce qui est eau, énergie... Voilà, eau, énergie, c'est très... voilà. Eau, l'énergie, en effet. L'énergie et la bouffe, c'est deux endroits... où tu as besoin d'avoir une autonomie. Où je ne crois pas que tu puisses laisser jouer le libéralisme, le libre marché. Après, effectivement... Parce que le libre marché est incapable d'incorporer, ce que je me tue à dire aux gens, le très long terme. Par exemple, j'ai essayé de montrer à plusieurs reprises que le cycle de l'énergie, c'était à peu près 30-35 ans. C'est-à-dire que tu as 35 ans d'énergie abondante, et puis 10 ans, c'est un peu comme les vaches maigres et les vaches grasses, hein. Mais là, c'est pas 7 ans, c'est plutôt 35 ans et 14 ans, quoi. Bon, bref, mettons un cycle d'énergie, c'est 50 ans. Les gens verraient pas très bien s'ils n'ont pas la conscience de ce cycle. Ils voient pas très bien pourquoi ils devraient acheter leur énergie plus chère pendant 35 ans, de façon à éviter de se faire massacrer dans l'énergie quand elle montera. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y aura toujours un crétin de socialiste qui arrivera et qui dira les sociétés pétrolières. N'est-ce pas redondant? N'est-ce pas? Oui, c'est pas arrivé. Tu sais, c'était la vieille blague. On peut pas être socialiste, intelligent et honnête. Puis on a toujours un des trois qu'on n'a pas, quoi. J'en ai eu des exemples parfaits récemment, mais enfin, passons à autre chose. Et donc c'est ça, c'est que justement, c'est doit être une population bien éduquée qui comprend le long terme, qui s'inscrit dans le long terme, peut prendre cette décision par le vote de façon irrationnelle pour elle dans le court terme. Oui. C'est ça la difficulté. Mais il ne faut pas avoir de passagers clandestins. C'est vrai aussi. Et le problème, c'est que on sait qu'on vit en France aujourd'hui, on fait vivre toute une population par des transferts sociaux qui, sur la population active, agissent en tant que passagers clandestins. Oui. On sait très bien. Ceux qui payent l'impôt sur le revenu sont une quote-part très faible de la population. Donc, on sait très bien que quand bien même on fait ça, la population qui a décrété que Aldi, non c'est pas Aldi, c'est l'autre, Action, était la meilleure boutique en France, continueront d'aller chez Action. Donc, ça ne soutiendra pas les produits nationaux. Et c'est ça le problème. Le problème dans tous ces systèmes-là, c'est qu'imagine qu'il y ait des passagers clandestins qui soient pas très très honnêtes. Allez, soyons pessimistes. Et qu'est-ce qui interdit aux gars d'aller acheter de la bouffe en France à la moitié du prix et d'essayer de la refiler, de faire un petit marché noir, quoi, tu vois. Le problème, c'est que du coup, les Suisses l'attrapent et ils se font virer. Oui, parce que du coup, après, ce qui peut se passer, c'est que les commerçants, enfin ceux qui tiennent des restaurants, viennent acheter chez Leclerc en France et revendent ça au prix suisse. Les autorités suisses vont fermer leur restaurant vite fait. Et le vrai problème, c'est que c'est ce que disait... c'est la différence entre citoyen et sujet. Si tu es un citoyen, tu te dis, bon, je fais ce qu'il faut, parce qu'il faut, puis je ne me pose pas de questions, c'est comme ça. Et si tu es un sujet, tu dis comment je peux en papaouter cet État et ce prince que je déteste. Problème, la limite du protectionnisme aussi, quand tu réfléchis, c'est quand tu commences à te dire, oui, alors de sorte, pour faire respecter ces lois internes, on va mettre des taxes pas possibles sur les produits d'importation. Et ça marche pas, on l'a déjà expliqué, parce que qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que le pays en face va lui aussi... Tu veux aussi t'en mettre, ça marche pas. Et en plus, si tu mets des taxes, il va y avoir immédiatement un appel à la fraude, par exemple. Je crois que le nombre de cigarettes fumées dans la région autour de Perpignan et tout, qui sont faites en Espagne, est considérable. Parce que tu passes la frontière, tu reviens avec quelques... D'ailleurs, pour essayer de contourner ça, ils ont désormais augmenté ce que tu peux rapporter d'un voyage. Tu sais, comme... Bon. Donc, encore une fois, c'est une question très importante, mais la réponse est assez simple, c'est... Le protectionnisme doit être l'exception qui permet à la société d'être moins fragile. Et ça peut pas être vrai pour le yaourt. Ouais. Voilà, je veux dire, il peut pas y avoir d'intérêt national pour un producteur de yaourt. Donc, en d'autres termes, si un jour quelqu'un veut faire une OPA sur Danone, moi, j'ai rien à dire. Si c'est mal géré, ils ont qu'à le vendre. Hein. Alors, Peggy te demande s'il devait y avoir un Frexit sorti de l'UE avec récupération de la monnaie française, comment cela se passerait-il au niveau de l'économie française ?
Ça se passerait très facilement, si vous voulez. D'abord, ça s'est déjà produit. Regardez, par exemple, autrefois, il y avait la Tchécoslovaquie, puis ils se sont séparés en deux pays, la Tchéquie et la Slovaquie, puis voilà, il y a eu plein d'exemples dans l'histoire de gens qui se sont séparés sans se mettre sur la gueule. Et la réponse est assez simple, c'est que tous nos billets, il faudrait émettre des nouveaux billets. Mmh. J'ose espérer que les machines pour faire des billets sont toujours bien entretenues, bien huilées, on ne sait jamais, parce que... Et qu'ils ont les papiers surtout. Et qu'ils ont les parce papiers. Que le papier à billets, j'ai appris, je ne sais plus quand, dans la série Toi aussi, trouble déficitaire de l'attention, regarde tous les trucs qui servent à rien. Tous les trucs qui servent à rien. Récemment, j'ai appris comment l'urine servait autrefois à assouplir les cuirs. Quand même, on est content de le savoir. Voilà. Et donc là, il y a 2 fabricants de billets, ils sont en Suisse, de papier à billets. Il y en a un qui est en Angleterre et un qui est en Suisse, je crois. Et alors, nous, on se servait de ce monsieur-là, qui faisait des papiers en Suisse, parce que c'est des papiers très particuliers, avec un grammage particulier. Et on peut pas prendre n'importe quel papier A4 Clairefontaine. Attention, non, il faut que ça soit... Voilà. Non, puis... donc, il y a les papiers, il y a l'encre, il y a aussi l'incorporation de systèmes de reconnaissance. Oui, comme, avec... comme une clé USB ou j'en sais rien. Bref, il y a plein d'informations. En Angleterre, ils avaient des fils. Des fils au milieu, des filants. Donc, il faut faire ça. Et puis, on fera comme on est passé du franc à l'euro. D'un seul coup, les banques t'envoyaient, pendant 1 an ou 2, elles t'envoyaient tes comptes en euros et en francs pour que tu t'habitues, tu sais. Oui, comme dans les magasins. Il y avait les 2 prix. Et puis là, on mettra le prix en francs. Et puis, je sais pas, on appellera cette nouvelle monnaie, je sais pas, comment on pourrait l'appeler? Tiens, ce sera un joli nom, le franc, par exemple. Pas mal. C'est bien, hein. Le franc. Le nouveau franc? Non, le nouveau franc, ça a déjà été utilisé. Parce qu'il y avait l'ancien franc qui était sous la 4e République, le nouveau franc avec De Gaulle, et on peut pas l'appeler le nouveau franc. Donc, on devrait retourner simplement. N2. On devrait l'appeler le franc. Voilà. Le franc, et le franc flotterait librement dans les marchés d'échange. Et donc, au début, tous les corneaux vendront leurs francs abondamment en disant, là, ça va s'écrouler et tout. Et si on a un gouvernement convenable qui fait les choses convenables, à ce moment-là, il faudra en acheter ce franc-là. Et je serai probablement devant le micro en disant, les gars, compte tenu de quel est l'animal qui est au ministère des Finances et quel est l'animal qui est président, il y aura peut-être une occasion d'achat historique sur la France à ce moment-là. C'est ce que j'espère de tout mon cœur. Alors, ça sera la dernière question. Alexandre, attention, c'est une question, il faut bien réfléchir. Alexandre te demande, que voulait dire Madame Thatcher quand elle disait « There is no such thing as society ». Doit-on comprendre que pour elle, par exemple, l'immigration massive n'aurait pas été un problème, qu'il y ait un mélange des peuples en Angleterre, était-il pour elle une chose sans importance? Pas du tout. Avec elle était très, très restrictive sur tous ces trucs-là. Elle était très anglaise. Ce qu'elle veut dire, je l'ai rencontré 1 ou 2 fois quand j'étais en Angleterre. J'étais très admiratif, très, très content d'être là. La pensée de Madame Thatcher, c'est que, par exemple, elle disait, j'y reviendrai à la société, on ne peut pas dire l'État va payer ceci, ou l'État va payer cela, ou l'État va faire ceci, l'État va faire cela. Il faut toujours dire c'est le payeur d'impôts. Elle disait c'est le payeur d'impôts qui fait la route, c'est le payeur d'impôts qui donc, elle essayait d'enlever l'idée qu'il y avait des choses gratuites. La chose la plus bête qui était dite dans l'histoire économique, c'est sans doute M. Hollande qui l'avait dit. Il avait dit ça ne coûte rien puisque c'est l'État qui paye. On ne peut pas imaginer crétin plus profond, quoi. Alors, il n'y a que 2 possibilités. Où il savait qu'il disait une bêtise, et c'était de la démagogie. C'est de la démagogie, mais c'est aussi... Il donnait des cours à l'ENA, à Sciences Po en économie, Hollande. Oui, tout se tient. Tout se tient, donc étonnez-vous qu'on ait des Le Maire après. Ouais, voilà. Enfin, il était bon. Je ne sais pas s'il a fait Sciences Po, peut-être. Non, il a fait Normal Sup. Oui. Tu vois, c'était une des grandes déceptions de ma vie, parce que d'habitude, j'avais la plus haute estime pour les gars. Oui, moi aussi. Bon, et puis monsieur Macron avait été rejeté 2 fois de Normal Sup, ce qui remontait aussi. Remontait le niveau. L'estime. Donc, la première des choses, c'est l'État. Ensuite, la société. La société, pour Madame Thatcher, ça n'existe pas parce que ça n'est pas défini. Elle, ce qu'elle aimait, c'était des groupes de gens qui s'organisent.
un club de football, une association d'anciens combattants. Et tous ces trucs-là sont des trucs qui agissent librement. Mais il n'y a pas un gros machin qui s'appelle la société. C'est presque pour un chrétien, la société, c'est une façon de diviniser le pouvoir politique. Mais de toute façon, quand tu réfléchis en tant que libéral, encore une fois, Dieu ne sait compter que jusqu'à un, c'est toujours l'idée que tu te définis en tant qu'individu en entité particulière, voilà. Et c'est l'agrégation à la rigueur de toutes ces individualités, de toutes ces individualités qui à terme fera un corps, mais le corps est fluctuant. Le corps est fluctuant. Et alors, ce qui est très important dans cette idée, c'est que ceux qui prennent le pouvoir et qui n'aiment pas l'individualité n'ont qu'un but, la plupart du temps, c'est de détruire tous ces corps intermédiaires au nom de la société. Donc, ce que disait sans doute Madame Thatcher, si j'ai bien compris sa pensée, c'est que ce qui fait une nation, c'est l'agrégation de toutes ces volontés individuelles qui créent des groupes, des clubs, des associations, de n'importe quoi. Mais il n'y a rien qui s'appelle la société qui existe. Il n'y a pas une espèce de gros machin monstrueux au sommet dont la survie exigerait qu'on te pique ta liberté individuelle. Parce que dès qu'on te parle de société, c'est presque automatiquement pour t'enlever une liberté à toi. Oui, bien sûr. En disant, c'est la société qui a besoin de... Par exemple, qu'est-ce que nous a brouté pendant le Covid ? Le fait que il fallait vous faire vacciner parce que sans ça, votre grand-mère allait mourir. Oui. Ben, c'est exactement ça, si tu veux. Et on a essayé d'arrêter toutes les machins et les gens qui se réunissaient entre eux. Les cultes. Les cultes, tout ça, on a tout d'association, les cultes, et les manifestations. Les manifestations, sauf si c'était... pour de gauche. Sauf si c'était pour Black Lives Matter. Alors là, il n'y avait plus de Covid. Il n'y avait plus de Covid, ça allait très bien. Donc, on voit bien que cette histoire de dire la société doit l'emporter sur l'individu, ça se termine au goulag. Toujours. Donc, non, c'est de l'ensemble de ces groupes émergent des politiques qui sont portés par ces groupes, et de ces groupes émerge une volonté qui amène ensuite démocratiquement à des choses qui vont se passer. Mais c'est pas la société de déterminer, c'est par les groupes qui sont en dessous et les individus qui sont en dessous qui sont mauvais. C'est pour ça que ça marche en Suisse, parce qu'il n'y a pas de société suisse. Il y a 4 sociétés. D'abord, comme je le dis toujours, regarde, je me fais engueuler par les Suisses à chaque fois. Je dis, ils se détestent. Ils me disent, mais non, on se déteste pas. Simplement, on peut pas se voir, mais ça n'a rien à voir. C'est ça. Quand vous parlez à un Suisse allemand d'un Genevois, pour lui, c'est mais tu peux faire pareil avec les Belges. J'ai jamais rencontré... les Flamands et les autres. J'ai jamais rencontré un Belge qui n'adore pas le fait qu'on dise du mal des Flamands. Voilà, absolument. Voilà. Là, encore une fois, je rigole, mais il y avait Monsieur Furfari et il me disait, oh là là, le train venait d'Amsterdam, le Thalys. Je lui dis, donc vous étiez bourré de Flamands. Je suis sûre, mais oui, tout à fait. Et c'était très mal vu. Mais c'est tout à fait exact. Ils sont bruyants. Ça m'a toujours fait rigoler. Ça, mais ça, on voit ça partout. C'est la vieille histoire en Belgique. Vous savez, il y a le roi qui est là sur la grande place et il dit alors tous les Flamands à gauche, alors tous les Wallons à droite, tous les Wallons à droite, puis il reste une grosse population là au milieu. Et il y a un type qui dit les Arabes, où on va? C'est bête. Parce qu'ils en ont un paquet maintenant. Donc, c'est ça le problème qu'on a aussi. C'est que maintenant, on peut plus dire du mal de son voisin parce que sinon on devient raciste, tu vois. C'est-à-dire, autrefois les volets. Oh, si, les Flamands, ça reste. Je t'avais raconté cette histoire. J'étais à Bruxelles et il y avait un monsieur qui n'a pas ramassé derrière son chien. Et donc, le monsieur belge se retourne et commence à insulter le type qui n'avait pas ramassé. Il le regarde, il dit, mais enfin, monsieur, vous ne ramassez pas? Et alors, l'autre regarde, il dit, mais enfin, il dit, j'ai pas de sac. Il dit, mais tout le monde a des sacs. Et il le regarde, il dit, j'imagine que vous devez être flamand. Le truc gratuit, tu vois, gaulliste. Oui, c'était ma grande excuse, ma grande insulte quand j'étais jeune à Toulouse, comme ça, dans les années 60, quand on me faisait engueuler parce que je conduisais comme un cochon. Tout le monde conduit comme des cochons à Toulouse. Et c'était, dès qu'un type m'engueulait, j'ouvrais la porte et je lui disais dignement gaulliste. Et ça me mettait dans des états de rage parce que, ou il était gaulliste, et il était fâché comme tout, c'est pas une insulte, ou il était pas gaulliste, et alors il était très fâché d'être traité parce gaulliste. Qu'il était communiste. Parce qu'il était communiste, ou socialiste, ou radical socialiste, qui était... oui, ce qui se portait bien à Toulouse.
Ben, il n'y avait que ça. Oui, c'est ce que je dis, ça se portait bien, c'était à la mode. Ouais. Donc, c'est aussi un truc qui a disparu, c'est qu'autrefois, on pouvait faire des blagues sur les... je sais pas, sur les gars qui vivaient autour de Clermont-Ferrand, tiens, justement, sur les gars à Marseille, sur les gars, tu regardes les films de Rému ou n'importe quoi, ça très... Et aujourd'hui, on peut plus rigoler du type en face, quoi. On est obligé de considérer que c'est devenu très ennuyeux, quoi. On peut plus dire des conneries sur le basque, le béarnais, il y avait un proverbe en France qui disait faux et aimable comme un béarnais. Bon, ça me fait penser irrésistiblement à Bayrou, mais enfin... Oui, c'est ça, oui. J'allais la faire, mais bon. Donc, le simple fait de ne pas pouvoir se moquer gentiment du village d'à côté, à mon avis, ça fait monter les tensions. Les O'Hara et les Ho-Chi-Minh, c'est les O'Hara. C'est les O'Hara et les Ho-Chi-Minh, c'était dans Lucky Luke, c'était très bien ceux qui avaient des oreilles percées. Ceux qui avaient les oreilles, et puis c'était des grands nez. Voilà. Et à la fin, ils se marient, et donc ils ont des grands nez et des grosses oreilles, comme le prince Charles. Voilà. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est... Voilà, au nom de la société, on peut plus dire du mal du voisin d'à côté. Bon, on sait que c'est un con. D'ailleurs, quand on jouait à la Soule autrefois, il y avait des matchs de rugby qui s'appelaient la Soule. Et entre les villages, il y avait des morts. Qu'est-ce qui se mettait? C'était quand même d'une gaieté folle, quoi. Donc, laissez-nous nous moquer de nos différences. C'est pas méchant. Voilà. Écoutez, j'espère qu'on aura répondu à toutes vos petites questions avec entrain. Encore une fois, on vous tient au courant. L'Université de l'Épargne ne devrait pas tarder. On continue à bosser, à enregistrer des émissions. Tu leur as dit que ça leur a coûté un peu d'argent? Oui, je leur ai dit. Mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Alors, on pense, pour ceux qui avaient posé la question, oui, c'est vrai, on m'avait posé la question, à un abonnement annuel de 120 € et sinon en paiement mensuel. Voilà, donc 120 divisé par 12. L'idée pourquoi on le fait, c'est que ça va entraîner des tas de dépenses, ça nous force à faire des investissements. Et, je vais vous dire un truc, si vous ne payez pas, vous trouverez que ça ne vaut rien. Donc, c'est pour vous forcer à bosser. Une fois que vous aurez payé, vous le ferez. C'est pour couvrir l'immense salaire de Léonard. Oui, c'est salopard de Léonard qui nous ruine. Voilà. Et les investissements de vidéo. Voilà. Merci encore de nous avoir suivis. On vous remercie beaucoup et on vous dit à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Beaucoup.